Face à Face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Jacques Beau, ex-membre du renseignement stratégique suisse. Il a été partie prenante des négociations après la chute de l'URSS et a suivi de près la révolution de Maïdan en 2014. Et il publie donc ce livre, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation aux éditions Max Milo. Bonjour Monsieur Beau. Bonjour. Alors Jacques Beau, effectivement, votre livre est très intéressant, remet beaucoup de pendules à l'heure, quel que soit ce qu'on peut penser. En tout cas, qu'on soit d'accord avec vous ou non, il rappelle un certain nombre de points d'histoire. Avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, en Russie, en Europe, avec la Chine, avec les États-Unis, avec les échanges d'imprécations, un livre à lire pour vraiment mettre en perspective, au bon sens du terme, le livre de Jacques Beau, Poutine, maître du jeu, avec un point d'interrogation, paru aux éditions Max Milo. Alors, je voudrais justement, Jacques Beau, qu'on revienne aux faits au pluriel, bien sûr. Qu'est-ce qui a amené, justement, qu'en février, là, Poutine décide d'envahir l'Ukraine, et d'envahir massivement, enfin, quand même assez massivement? Alors, il y a évidemment plusieurs choses. On a beaucoup parlé dans les médias de la question de l'admission de l'Ukraine dans l'OTAN, etc. Ça, ce sont des causes sous-jacentes, stratégiques, mais c'est probablement pas la raison qui a provoqué l'invasion. Concrètement, l'invasion, elle a été déclenchée après que les populations du Donbass aient été prises sous un feu d'artillerie intense des forces ukrainiennes depuis le 16 février de cette année. Et on savait, pour ceux qui observaient la situation en Ukraine, on savait que depuis mars 2021, l'Ukraine, le fameux décret de Zelensky, le fameux décret de Zelensky qui prévoyait de reprendre même la Crimée, c'est ça, la Crimée. La Crimée, exactement, tout à fait. Et donc il y avait toutes les forces ukrainiennes ont été déplacées lentement au cours de cette année, de l'année 2021. Vers la frontière sud du pays et vers le Donbass. L'idée de Zelensky était de régler le problème une fois pour toutes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on constate aujourd'hui que l'armée ukrainienne, ce qui reste de l'armée ukrainienne, est complètement encerclée aux frontières du Donbass en quelque sorte. Mais alors une chose que vous avez dite dans votre livre aussi qu'on ne connaissait pas, vous dites, ça rappelle, comparaison n'est pas raison, la guerre des 6 jours, le premier jour avec l'armée israélienne qui anéantit l'aviation égyptienne. Vous dites dans votre livre, Jacques Beau, que les Russes ont anéanti pratiquement l'aviation ukrainienne dans les premières heures de l'invasion. Exactement, ça a été les premières frappes. Si vous regardez la carte des premières frappes du 24 février, remarquez qu'avec des missiles, ils ont frappé pratiquement toutes les bases aériennes, les centres de commandement. En fait, en termes militaires, on appelle ça une décapitation. C'est-à-dire qu'ils ont décapité les forces ukrainiennes qui étaient dans la région du Donbass. Il n'y avait plus d'appui aérien, il n'y avait pratiquement plus de conduite opérative. Et l'armée s'est trouvée ensuite, si vous voulez, déconnectée de sa tête. De son commandement. De son commandement, exactement. C'est en fait ce qu'avaient fait les Israéliens en juin 67, lorsqu'ils avaient attaqué les forces égyptiennes dans le Sinaï. Alors, revenons justement. Donc, Zelensky, vous dites, décret pour la reconquête de la Crimée, le Donbass, il faut en finir avec... Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand même? Vous étiez à l'OTAN, parce que ça, je parle du Donbass, vous étiez à l'OTAN, vous étiez vous occupiez aussi des affaires ukrainiennes en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en 2014, donc j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères et quand la rébellion du Donbass a éclaté, on a tout de suite pensé que les Russes fournissaient des armes aux rebelles. Et donc, évidemment, c'était mon domaine, donc on a surveillé un peu ça pour voir si, effectivement, ils recevaient des armes. Et on s'est aperçu qu'en fait, ils recevaient, non pas d'armes de Russie, mais ils les recevaient des troupes ukrainiennes qui passaient du côté russophone. L'armée ukrainienne était une armée qui était constituée territorialement, si vous voulez, avec des russophones et des ukrainophones. Et logiquement, les russophones avaient des réticences à tirer sur leurs frères. Exactement. Donc on a des unités complètes, des régiments complets qui ont passé du côté rebelle avec armes et bagages. Et c'est ce qui a armé
les rebelles, en tout cas jusqu'en 2016. La rébellion au Donbass, ça continue, il y a les bombardements, il y a tout cela. Nous avions reçu il n'y a pas longtemps la journaliste Anne-Laure Bonnel qui est allée au Donbass, qui a fait un premier film et qui récemment est revenue, que nous avons reçu il y a quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Revenons alors, quand Zelensky fait ce décret, il fait ce décret pour la reconquête de la Crimée, quand même, c'est étonnant parce qu'il pourrait pu dire, je fais un décret pour dire, ah là, il faut accentuer, il faut que ça s'arrête au Donbass et que on en finisse avec cette rébellion. La Crimée est déjà passée dans l'orbite russe, à ce moment-là. Quel est Alors, je pense que du point de vue ukrainien... 24 mars 2021, oui. Les Ukrainiens n'ont jamais admis le passage ou accepter le passage de la Crimée dans l'orbite russe. Là aussi, bon, on ne va pas entrer dans les détails, c'est une histoire très complexe, mais qui est aussi intéressante et qui est souvent mal comprise en Occident. Mais bref. Il y avait, je pense que... D'abord, on ne sait pas exactement ce qu'il y avait dans la tête de Zelensky. Ce qu'on sait, c'est que depuis le printemps 2021, il y a un renforcement régulier des forces ukrainiennes dans le sud du pays. Et non pas à l'Est, parce que on verra à partir d'octobre, novembre de l'année passée, on dit il va y avoir une invasion depuis le Bélarus, depuis l'Est. Or, en réalité, les Ukrainiens ne renforcent rien à ces frontières-là. Tout est au sud. Tout est au sud, dans une région qui n'est pas vraiment au contact, même pas du tout au contact de la Russie, sauf dans la Crimée qui est au contact, mais sinon pas. Donc on voit bien que les Ukrainiens ne croyaient effectivement pas, et d'ailleurs ça correspond à ce qu'ils ont dit à plusieurs reprises, on dit non, la Russie ne cherche pas à nous attaquer. Et les services de renseignement, je pense les services de renseignement, ceux que je connais, mais on pense qu'effectivement la Russie n'avait aucune intention d'attaquer ou de mener une offensive en Ukraine avant le début février de cette année. Alors, on va en parler tout de suite, après une petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300, vous poserez vos questions dans un quart d'heure jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacques Beau, Poutine maître du jeu, interrogation effectivement, mais on se demande maître du jeu, mais quand même, Jacques Beau, là je ne sais pas, est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne en disant que vous pensez que le 24 février encore, ou en tout cas début février, la Russie, enfin Poutine en tout cas, parlons de Poutine, ne pensait pas envahir l'Ukraine. Mais on n'envahit pas l'Ukraine en 2 semaines comme ça, il y avait quand même quand on voit qu'il a massivement, il s'est pas contenté de l'Est, hein, le Nord, sur Kiev, etc., Odessa et compagnie. C'est allé de presque tous les côtés. Ça se prépare, ça, non? Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Mais on pense qu'au début février, il a pris sa décision. Dans la première mi-février peut-être. Mais il faut savoir que l'état-major général russe est un état-major général qui travaille de manière extrêmement, comment dire, dans les détails, si vous voulez. Il prépare tous les cas possibles. Ah oui. En permanence. En permanence. En permanence. Toutes les situations Toutes possibles. les situations, et ils préparent en permanence tout. Ils ont tout, ils sortent des tiroirs, une offensive. Mais ça fait partie, ça a toujours fait partie des méthodes de travail de l'état-major général russe. Ils sont prêts, ils ont ce qu'on appelle des planifications de contingence. Pour chaque cas, il suffit qu'on dise, ben voilà, on va faire le plan A, et ils sortent le plan A des tiroirs. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et donc, effectivement, ils avaient préparé un grand nombre de choses, mais pas tout. Par exemple, il y avait beaucoup de choses, on voit qu'ils s'étaient préparés, par exemple, ils s'attendaient aux sanctions. Et ils avaient préparé la Russie aux sanctions économiques. Mais cette préparation, elle n'était pas terminée, puisque on a vu d'ailleurs que les Occidentaux, notamment les Américains, ont gelé par une bonne partie des avoirs souverains. Alors qu'ils auraient dû les retirer s'ils pensaient. Voilà, ils étaient dans ce processus-là. Donc, ce qui montre que les Russes avaient certainement planifié
Mais pas tout préparé. Quoi. Mais ils n'avaient pas tout préparé. C'est ce qui a déclenché vraiment la décision, ça a été les frappes qui ont été, que je n'invente pas, on peut les consulter sur le site de la mission d'observation de l'OSCE, qui observait le cessez-le-feu le long de la ligne de contact et qui a noté, à partir du 16 février, une augmentation radicale du nombre de tirs sur le Donbass. Oui. Et c'est ce qui a signifié aux Russes que l'offensive qui était prête, parce qu'on avait observé déjà le déplacement de troupes, et c'est à ce moment-là ils se sont dit, voilà, ça va se déclencher dans les heures qui viennent. Et c'est pour ça que Poutine a décidé à ce moment-là d'attaquer. Alors justement, on ne va pas revenir à l'histoire, car il faut rappeler ce qui s'est passé au moment du démantèlement de l'Empire russe, enfin de l'Empire soviétique, pardon, je veux dire, à la fin de l'URSS, 91, etc. On a parlé ici avec Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque de Mitterrand, et effectivement, il s'était dit, mais pas écrit, qu'il fallait que les fusées, en tout cas l'OTAN n'aille pas jusqu'à un certain point dans l'Est, et que de ce point de vue, les Russes retiraient effectivement de leurs anciennes possessions, en tout cas du pacte de Varsovie, toutes les fusées nucléaires et compagnie. Est-ce qu'il y a eu, en deux mots, on ne va pas remonter, malheureusement, on n'a pas le temps, on pourrait, mais est-ce qu'il y a eu effectivement des accords qui avaient été faits qui n'ont pas été tenus, Jacques Beau? Alors oui. Effectivement, il y a eu, on pourrait dire un deal. Il n'y a pas eu d'accord écrit. Bien sûr. Mais il y a eu un deal, et pour une raison très simple que personne ne dit d'ailleurs, et que je mentionne dans mon livre, mais moi j'ai connu cette époque, j'étais dans les services de renseignement à l'époque, et on a suivi ça avec beaucoup d'attention. Là, il y a eu un deal. Pourquoi? Parce qu'en 1990... 1989 même, lorsque on évoquait déjà la réunification allemande, il ne faut pas oublier que la Russie, enfin l'URSS, était un des vainqueurs de l'Allemagne. Puisqu'il avait une zone, etc. Exactement. Bien sûr. Et elle avait donc de jure, selon le droit, elle avait l'obligation d'être consultée pour la réunification allemande. Oui, on ne pouvait pas faire la réunification sans l'accord des Russes. Exactement, on ne pouvait tout simplement pas le faire. D'accord. Et c'est pour ça que les Américains ont été obligés de demander aux Russes. Et les Russes, Gorbatchev à l'époque, ont évidemment négocié ça, et ils ont dit, ok, on vous laisse faire cette réunification, mais à condition que... Et alors, évidemment, il n'y a jamais eu de traité. Alors, à condition que quoi, demandait Gorbatchev? Alors que l'OTAN ne se rapproche pas des frontières, des frontières russes. Oui. Exactement. Et c'est ce qui a été... Bon, il y a toutes sortes de documents qui ont entériné, enfin pas entériné, mais qui ont relaté ces promesses. Vous en parlez dans votre livre avec un certain nombre de déclarations américaines, Kennan et compagnie, oui. Tout à fait. Mais effectivement, c'est vrai que la naïveté, on pourrait dire, de Gorbatchev, c'est qu'il a pensé que la parole des Occidentaux était une vraie parole, et il n'a pas demandé d'assurance écrite, c'est peut-être ce qu'on pourrait lui reprocher. Mais il y a eu un deal. Et c'était absolument incontournable de la part des Occidentaux. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte de l'atmosphère de l'époque. Moi, j'ai très bien connu cette atmosphère. Parce que, comme je l'ai dit, j'étais dans les services de renseignement, on se demandait d'ailleurs ce qui allait se passer, parce qu'on s'attendait à ce que l'URSS fasse comme en Tchécoslovaquie, quand on parlait de réunification, etc. Quand il y a eu le mur est tombé, etc. Bien sûr, qu'elle fasse comme en Tchécoslovaquie ou comme elle avait fait à Budapest. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et je me rappelle, j'ai travaillé pendant 6 mois, je fais un travail de recherche à l'Institut d'études stratégiques à Londres, sous la direction de François Hesbourg d'ailleurs, où on se posait la question, que va-t-il se passer? Et vraiment, on était à deux doigts de penser qu'il allait y avoir une intervention russe. Enfin, soviétique. Oui, soviétique. On parlait encore d'Union soviétique. Donc, en fait, vous dites que tout ça, c'est effectivement tout le paysage qu'il faut considérer dans sa totalité, qui fait qu'il y a eu un véritable malentendu. Plus que malentendu, les Occidentaux ont dit, bon, écoutez, oui, l'Allemagne est réunifiée, c'est vrai que c'est très important de rappeler ça,
que les Russes que l'Union soviétique était partie prenante, et puis il y a eu le démantèlement. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la part des Occidentaux qui se sont dit, bon, ben, l'URSS c'est fini, bon, la Russie va retrouver une place, mais qui ne sera pas peut-être aussi... Alors, je pense que du côté des Européens, il y avait sans doute beaucoup de bonne foi. Du côté américain, je ne suis pas sûr que la bonne foi ait été partagée. Parce que, et je le cite dans mon livre d'ailleurs, il y avait certains, notamment Dick Cheney, qui était ministre de la Défense, enfin secrétaire à la Défense à l'époque, n'est-ce pas, pour les Américains ont toujours eu le sentiment d'avoir gagné la guerre froide. Eh oui. Ils ont le sentiment d'avoir gagné. D'ailleurs, ils ont gagné la guerre froide. Non, c'est le communisme qui l'a perdu. C'est le système qui s'est effondré. Mais l'Occident n'a rien fait pour la gagner en réalité. C'est le système qui s'est effondré de lui-même parce qu'il était tout simplement pas viable. Et je me rappelle le jour où le mur est tombé, j'étais dans le bureau d'un secrétaire, à la Sécurité nationale à Washington. Et le gars n'avait rien compris de ce qui se passait. C'était le jour de la chute du mur. Le gars, il était conseiller à la Sécurité nationale, c'est-à-dire que le gars conseillait le président. Ouais. Il n'avait rien compris de ce qui se passait. Pour lui, c'était une émeute. Et c'est pour ça que quand on dit qu'on a gagné la guerre froide, j'ai un peu tendance à sourire parce que on a été surpris par l'événement, comme sans doute probablement ceux qui ont été le moins surpris. Ça a été le KGB.